Ce film est essentiellement axé sur les strongles gastro-intestinaux qui représentent un problème majeur en élevage de petits ruminants, notamment au niveau des résistances, même s'il en existe plusieurs types. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'un parasite, Alban? Un parasite est un organisme qui se développe et se reproduit aux dépens de son hôte. On distingue deux types de parasites, les parasites internes et les parasites externes. Le parasitisme est très important en élevage, il faut le maîtriser en ayant des animaux en bonne santé, avec le bien-être animal, pas de carence au niveau alimentaire. Par rapport à la société, il faut qu'on soit vigilant de ne pas traiter systématiquement des animaux, mais chercher avec quels produits et regarder les alternatives qui arrivent sur le marché pour mieux adapter les traitements. La gestion du parasitisme sur le troupeau de l'exploitation repose sur deux grands principes. Dans un premier temps, une connaissance de l'état parasitaire des animaux et dans un deuxième temps, l'intervention aux périodes les plus propices. C'est la raison pour laquelle nous procédons à plusieurs analyses coproscopiques à des périodes clés que sont la mise en lutte, la préparation à l'agnelage et un contrôle en cours de saison de pâturage. Donc nous procédons à des coprologies à raison de 4 par an, individuellement sur les brebis et sur prélèvement en mélange sur des agneaux qui sont en bergerie, qui sont, je dirais, naturellement un petit peu moins soumis à l'infestation. De manière générale, on fait systématiquement réaliser des prélèvements en individuel, même si derrière on fait une analyse coproscopique en mélange, notamment pour les agneaux. On préfère que les prélèvements soient faits en individuel pour que les animaux d'un mélange soient ensuite représentés de manière équivalente dans la coproscopie pour avoir un résultat plus fiable. En ce qui concerne les traitements, ils sont évidemment ciblés en fonction des résultats copro, en fonction des parasites qu'on aura mis en évidence en coproscopie, en fonction des taux de par gramme qu'on aura trouvé, mais également en fonction de l'état des animaux et de la période à laquelle on se situe. Lorsqu'on est sur la coproscopie avant l'agnelage, même si les taux d'infestation par les strongles sont relativement faibles, s'il y a présence de strongles, on fera systématiquement un traitement afin d'éviter une excrétion massive par les brebis au moment de l'agnelage, ce qui constituerait une très forte source d'infestation pour les agneaux. On fait un lot pour les primipares et un lot pour les multipares. Et généralement, on déparasite pas plus du tiers du troupeau. Ce qui correspond souvent aux primipares qui ont le poil un peu plus bourru, qui sont souvent un peu plus maigres. Et les multipares, souvent, on ne fait pas forcément, c'est vraiment individuellement en fonction de l'état des animaux, quoi. Les lactations longues étant souvent un peu plus en état, celles qui ont été en insémination et qui ont fait des cabris sont souvent un peu plus maigres avec un poil un peu plus piqué. Donc on va plutôt cibler ces chèvres-là en déparasitage. On refait une deuxième copro en fin de lactation, plutôt vers le mois de novembre, pour voir un peu la charge et anticiper si on fait un déparasitage à la rentrée en bâtiment à Noël, quoi. Il est plutôt intéressant de gérer le parasitisme avec des coproscopies, à réaliser 3 à 5 fois par an avec des méthodes de coproscopie de mélange. Et pour faire une bonne copro, il faut prélever les animaux de façon individuelle et non pas ramasser les crottes au sol, et avoir 5 à 10 crottes prélevées dans le rectum directement par animal, bien étiqueter les échantillons, conservation au frais pour envoi au laboratoire. On a reçu ça dans un pot à café. Et du coup, l'idéal, c'est quand même que ce soit dans un petit pot TP35 fermé, hermétique. Je vais peser mes 5 grammes de matière fécale. Je vais ajouter notre réactif. C'est un réactif d'une densité plus importante que l'eau,
Donc en fait, quand je vais le mélanger aux matières fécales, donc je vais écraser les crottes, ça va libérer les œufs de parasites s'ils sont présents. Et comme il est plus dense, ça va permettre de faire monter les œufs et ça s'appelle la technique de flottation. Et du coup, on va pouvoir voir les œufs après au microscope. Donc ensuite, je filtre sur une passoire surmontée d'une compresse de gaz. Si des œufs sont présents, là ils sont libérés et ils tombent au fond du pot. Voilà, la cellule est prête. Et le reste, on le met dans un tube à essai. La lecture en cellule de McMaster ici va nous permettre de faire l'analyse quantitative et la lecture de la lamelle va permettre de faire une analyse plus qualitative. Les espèces de strongs gastro-intestinaux sont très spécifiques de leur hôte. C'est pour cela que le pâturage mixte ou alterné avec des bovins ou équins permettra de casser le cycle parasitaire et donc de diminuer la pression parasitaire pour les petits ruminants. Il faut également éviter le surpâturage ou la fauche très courte. On préconise une hauteur de coupe ou de pâturage de l'ordre de 6 à 7 cm maximum. Les parcelles peu contaminées par les parasites doivent être réservées aux jeunes animaux non humains et aux brebis autour de l'agnellage. Il faut également éviter de revenir sur des parcelles précédemment pâturées trop rapidement. Il est également préconisé un retour sur parcelle de plus de 60 jours. Pour les animaux élevés exclusivement en bâtiment et à fourrager en verre, la pression parasitaire sera diminuée puisque le cycle des parasites sera stoppé en bergerie. Vous pouvez également réaliser un suivi coproscopique de vos animaux pour vous rassurer. Concernant la gestion du pâturage et du parcellaire, compte tenu de notre mode de reproduction à contre-saison qui nous oblige à multiplier les lots de reproduction à partir du mois de mars, il est difficile de faire un pâturage tournant au sens strict du terme, d'où l'intérêt d'avoir une connaissance pointue, et fine et à la fois régulière de l'état parasitaire pour pouvoir parfaitement ajuster les traitements si nécessaire. Ceci dit, au moment de chaque traitement, les animaux sont conservés au moins une journée en bâtiment afin de limiter autant que faire se peut la réinfestation des parcelles par les animaux juste traités. L'intérêt de réaliser un suivi parasitaire régulier ici au lycée agricole, c'est aussi d'avoir un historique précis des traitements qui ont pu être réalisés et ainsi d'alterner les molécules d'une fois sur l'autre pour éviter au maximum l'apparition de résistance chez les parasites. On travaille aussi sur le préventif dans la mesure du possible au niveau du pâturage pour limiter le nombre de traitements par an dans le même objectif de limiter au maximum les résistances. On a la chance d'avoir un îlot de 25 hectares groupé autour du bâtiment sur lequel on fait pâturer depuis 7 ans les chèvres en alternant fauche et pâture avec filet avant et filet arrière. Les chèvres, elles ne restent qu'une journée sur l'herbe, c'est-à-dire qu'elles ont de l'herbe neuve tous les jours. On alterne là où on peut avec des fauches, soit en foin, soit en enrubanage, ce qui fait que les chèvres ne retournent souvent pas plus de 2 à 3 fois par an sur le même endroit. Et l'autre point, c'est qu'on sème des prairies multi-espèces avec des légumineuses, du trèfle, de la luzerne, qu'on met en céréales au bout de 5 ans à peu près. Ce qui permet aussi de réduire la pression parasitaire qui pourrait s'installer sur les prairies temporaires. Depuis cette année, on a aussi récupéré un bloc sous la départementale de 8 hectares, où là, donc c'est plus de la lande, du prébois sur lesquels il y a beaucoup de ligneux, donc qui plaisent énormément aux chèvres. Il y a des ronces, il y a des genêts, il y a différents arbrisseaux. Il y a aussi des zones de prés qu'on a essayé de découper en blocs de 1 à 2-3 hectares. Fin février, début mars, jusqu'à la fin du mois de juillet, où généralement chez nous il n'y a plus rien à manger parce que les prés sont secs, sont pelés. On les ressort souvent en septembre quand il y a eu des orages et jusqu'à la rentrée, jusqu'au tarissement fin décembre. Et ensuite, janvier-février, on les laisse à l'intérieur. Pour conclure, nous ne vous proposons pas un protocole de gestion du parasitisme préétabli. Il faut s'adapter à chaque structure d'élevage, prendre en compte les avantages et les inconvénients de chaque système d'exploitation.
Ce protocole de gestion est à définir et à réaliser avec votre vétérinaire sanitaire ou votre vétérinaire traitant. Donc j'invite les éleveurs, ovins ou caprins, à s'intéresser aux formations sur le parasitisme proposées par les GDS pour pouvoir lutter efficacement chez eux contre les parasites.